J'ai passé 1 heure avec une femme d'exception et vraiment vous allez adorer. Je reçois Madame Lydie Omanga Diambiou, la vice-présidente de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo. Nous parlons de connectivité, de régulation, de 5G, d'intelligence artificielle. Surtout, Madame Omanga est une femme rompue au leadership féminin. La place de la femme n'est pas que dans la cuisine. La place de la femme est partout et surtout là où elle veut être. Elle nous parle de la place de la femme dans la tech et de toutes les ambitions qu'elle a pour la femme en RDC, dans le monde de la tech et surtout pour tous les Africains, toutes les Africaines surtout, qui vont nous regarder. Et au-delà de faire connaître, je pense qu'à un moment donné, il faut encourager les stages. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré tourner. Je vous laisse seulement en profiter. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et vous verrez, le meilleur est devant dans cet épisode. Profitez-en. Les trucs, il ne m'embête pas. Je fais autre chose. Enfin, donc il faut faire connaître. Je commence toujours par dire comment j'ai rencontré la personne avec qui je discute. J'ai vu une vidéo de votre part sur TikTok là, qui m'a marqué, mais positivement, quoi. Vous avez pris la parole dans un... Je sais pas ce que c'était, mais bon, un TikTok... Makutano Talk. Voilà, un talk, voilà. Et quand j'ai creusé la vidéo après derrière, j'ai vu que vous étiez la présidente de l'association des femmes d'exception du Congo. Du coup, moi, j'aime souvent demander, c'est quoi une femme d'exception, en fait? Quand on dit quelqu'un exceptionnel, c'est quoi une femme d'exception, du coup? Le terme même exceptionnel, c'est un terme qui renvoie à quelque chose qui n'est pas comme les autres, quelque chose qui est hors du commun. Donc, de ce fait, être une femme d'exception aujourd'hui au niveau, que ce soit du Congo ou ailleurs, ben, c'est être une femme qui ne réagit pas comme les autres, qui ne réfléchit pas comme les autres. C'est en fait une femme qui a une vision d'elle-même déjà, mais cette vision-là, elle veut aussi la porter et la transmettre pour les générations futures. Donc aujourd'hui, dans l'association Femmes d'Exception du Congo, nous avons des profils de femmes de tous les secteurs, au niveau tech, au niveau juridique, au niveau communication. Et ces femmes-là ont la particularité d'avoir, en quelque sorte, réussi à soit atteindre des objectifs, soit occuper des fonctions, soit avoir un parcours résilient. Pas forcément le succès dans le sens notoriété, non. C'est-à-dire qu'en gros, on a envie d'être comme elles. Elles sont des modèles. Moi j'aime bien j'aime deux choses dans ce que vous avez dit là. C'est d'abord la partie Congo et d'abord pour elle-même aussi. Moi, je suis de ceux qui pensent que la meilleure personne qui doit être fière de soi-même, c'est d'abord soi-même d'abord. Et donc ça vous permet d'avoir le premier levier pour aller, comment on dit ça, attaquer tout ce qu'il vous faut pour réussir en fait au final, quoi. Et pour les femmes surtout, on a l'impression qu'elles osent pas. Moi, je parle de ma vision d'architecte logiciel ou bien dans la tech, en fait. On a très peu de femmes, en fait, dans le domaine. Comment vous expliquez ça, vous? En fait, c'est quelque chose qui n'est pas seulement au niveau de votre secteur particulièrement, parce que votre secteur, c'est les technologies, c'est les STEM et tout ça, mais d'une manière générale, on n'a pas tant de femmes que ça dans des fonctions soit spécifiques, soit techniques, soit même d'envergure. Mais en ce qui concerne la RDC, en tout cas, vous avez de plus en plus de femmes dans les technologies. Ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez notre ministre de l'Éducation qui est une personne qui est dans les STEM, qui a même mis en place ce qu'on appelle la semaine de la science. Donc, Madame Raissa Malou. Mais vous avez aussi au niveau des femmes d'exception, vous avez Thérèse Kirongozi. Elle, qui, avec tout son laboratoire et ses équipes, ont mis en place ce qu'on appelle le robot roulage. Donc, un robot qui fait un peu le feu de signalisation. Mais au-delà de ça, vous avez encore d'autres femmes dans la société civile, comme Clarisse Falanga, qui s'occupe des jeunes pour pouvoir les sensibiliser justement au STEM, avec des expériences en laboratoire pour leur expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les STEM, les technologies, mais les mathématiques aussi, régissent en fait notre monde et notre univers, de quelle manière. Et je crois qu'elle a même un slogan, Science is fun. Join us. Donc, c'est pour vous dire que de plus en plus de tech. Mais c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire. Surtout quand on sait que au moment où les ordinateurs, et il y a beaucoup de femmes qui ont été à la base des recherches, que ce soit le GPS, que ce soit même la première femme qui a commencé à programmer. Et même à l'époque où les
télécommunications ont commencé, c'était des femmes qui étaient des opératrices. Ouais. Mais ce qui s'est passé après, c'est que il y a un pouvoir d'achat qui arrive. Les femmes n'ont pas les moyens d'acheter des ordinateurs au moment où les choses se développent. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu en fait cette visibilité des femmes qui n'étaient plus dans ce secteur, alors que c'est elles qui étaient au départ dans le secteur. Aujourd'hui, au niveau des États-Unis, vous savez très bien que c'est une femme noire d'ailleurs, qui était une génie en mathématiques, qui calculait toutes les trajectoires, etc. Donc il y a beaucoup de femmes, mais maintenant, peut-être qu'il y a aussi ce souci de mentoring, mais aussi de les rendre visibles. Non seulement celles qui sont là, qui existent, mais aussi celles qui ont existé. Parce que bien souvent, l'histoire est écrite par des hommes, et ce qui fait que, on valorise souvent les hommes. Mais au-delà de ça, même ici en RDC, vous avez le chapitre RDC de Women in Tech. Vous avez aussi des jeunes femmes comme Dignité Lobota, qui a une association femmes ingénieures et techniciennes. Donc non, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se mettre en place, et je pense que d'une manière générale, pas seulement la RDC, mais l'Afrique en général, les femmes, on a compris que on peut pas laisser ce secteur vacant, si je puis dire. Les hommes sont bienvenus ou pas? Où ça? Dans les femmes d'exception ou dans la tech? Parce que dans la tech, dans les hommes, dans la tech, on est plutôt pas mal représentés actuellement, là. Je dirais, dans les femmes d'exception surtout, en fait. En gros, dans les femmes d'exception, il faut savoir une chose. La société que nous voulons doit être une société inclusive. Donc nous, aujourd'hui, dans l'association Femmes d'Exception, on peut pas être dans une forme de exclusion. On peut pas exclure les hommes, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de masculinité positive. Et la personne qui a quand même été à la base du soutien et même de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Donc c'est le premier masculin positif, c'est le premier homme E4She. Donc c'est pour vous dire que à son exemple, nous, on invite tous les hommes E4She, masculins positifs, à venir nous rejoindre. D'ailleurs, notre secrétaire général adjoint est un homme. Ah ben ça c'est bien ça. Oui, c'est un homme. Du coup, c'est un homme qui accompagne les femmes, c'est ça, je comprends, qui participe à Non, c'est un homme qui a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire une société inclusive et durable et développer la société d'une manière générale, celle de la RDC, mais celle du monde, sans l'apport des femmes. Donc lui, il se bat à nos côtés pour que les femmes soient promues, pour qu'on puisse comprendre quelles sont les attentes des femmes et des jeunes femmes. Donc on les invite tous. On a Christian qui s'avoue, mais on a aussi Olivier Goga qui est aussi un de nos membres d'honneur et qui est un homme. Même vous demain, pourquoi pas, vous pouvez toujours venir et proposer vos services. Merci beaucoup. Nous sommes sincèrement ouvertes. On n'est pas un club fermé. Par contre, c'est vrai que on a des exigences. Parce que être femme d'exception, c'est une responsabilité. Bien sûr. Être femme d'exception, ça suppose pour vous, dans la mesure du possible, d'être vous-même l'exemple de ce que vous voulez voir dans la société. Donc c'est vrai qu'on a un règlement de l'intérieur, on a un code d'éthique et de bonne conduite, parce que on veut, dans la mesure du possible, inspirer la génération de demain, les jeunes filles de demain, et faire du mentoring, mais pas faire du mentoring seulement, oui, vous venez, vous vous asseyez, non, faire du mentoring par nos actions, par nos comportements, par la manière dont nous nous exprimons, par la manière dont nous nous habillons. Vous voyez, donc, en fait, c'est tout cet ensemble-là. C'est ça un petit peu être d'exception. Et en même temps, exceller dans ce que nous sommes en train de faire. Quand on dit exception comme ça, moi, je dirais, si je me mets à la, comment on dit ça, au rez-de-chaussée de l'immeuble où on est là, oui. Je dis, je veux voir les gens d'exception. Généralement, on voit les exceptionnels en haut. On va dire ça comme ça. Il faut monter des escaliers pour arriver quelque part. C'est quoi votre parcours à vous pour arriver quelque part et être justement le leader des autres, en fait, quelque part? J'ai envie de dire que la valeur n'attend pas le nombre des années. Ah, ça c'est sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir... L'autre jour, j'étais en train de travailler parce que je vais prendre part à un panel au niveau de la semaine de l'étudiant. Et j'étais en train de chercher en fait les profils des personnes qui ont commencé à créer leur structure quand ils étaient à l'université. Et je suis tombée sur le profil d'une jeune femme, Yannick Kimanuka, enfin, en tout cas, peut-être je m'excuse pour le nom, mais elle a mis, depuis l'âge de 22 ans, elle a mis en place, elle a créé, elle gère un complexe scolaire, Scheme School Complex. Donc, vous vous dites qu'elle a 22 ans, donc elle a commencé. Ça, déjà, je considère que ça, déjà, c'est un parcours d'exception. Parce que si à cet âge-là, vous avez déjà cette vision, vous avez déjà cette audace, vous avez déjà cette impulsion, je suis désolée, mais j'imagine que dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera encore plus haut. Maintenant... Surtout que le plus dur, c'est souvent de commencer, en fait. Exactement. Le plus dur, c'est... Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais c'est passer à l'action, en fait, appuyer le bouton, allez, start, là, maintenant, c'est parti. Là, donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens d'exception ne sont pas au sommet
ils arrivent au sommet. Mais dans tous les cas, pour pouvoir arriver au sommet, il faut commencer en bas et monter. Maintenant, pour répondre à votre question en ce qui me concerne, ben, moi, je sais que d'abord, c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est-à-dire que la famille, l'environnement familial. Tout à l'heure, on était en train de parler de confiance, d'audace, mais tout ça, c'est dans la cellule familiale qu'on vous le transmet. Quand vos parents vous disent que vous êtes une bénédiction, que vous êtes, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez faire ceci, cela, parce qu'on attend ça de vous. Quand vos parents sont en train de vous montrer par l'éducation, par les conseils, par l'encadrement, par la rigueur, qu'ils sont en train de vous obliger à avoir, que vous n'êtes pas comme les autres, parce qu'on ne veut pas que vous soyez dans une forme de manque de rigueur, dans une forme de je suis comme tout le monde. Moi, j'ai toujours entendu, vous n'êtes pas comme les autres. Donc, ne te tiens pas comme les autres. Ne parle pas comme les autres. Ma mère, on ne dit pas de gros mots chez elle. D'ailleurs, même manger un chewing-gum, parfois elle vous dit tu es une vache, c'est quoi? Donc c'est pour vous dire que déjà cette rigueur-là, vous commencez avec. Et après, ça se passe à l'école. Vous allez à l'école, ben vous allez aussi avoir le même tempérament, cette exemplarité de bien faire les choses. Parce que de toute façon, que vous vouliez ou non, en tout cas pour ma part, moi j'ai été élevée et encadrée. Quand je dis élevée, c'est l'éducation scolaire, hein, l'instruction en France. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes pas nombreux à être des noirs. Non. Moi, là où j'étais, en tout cas, j'étais souvent soit la seule noire de la classe, soit la seule noire de l'amphithéâtre, surtout à Assas, qui est connue pour une faculté d'extrême droite. Et c'est-à-dire, vous êtes en gros dans un environnement où vous devez toujours exceller. Et c'est ce qui fait que ça devient normal pour vous. Vous-même, vous devenez exigeante avec vous-même. Vous-même, vous devenez regardante avec vous-même. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à franchir des étapes ou alors à se faire remarquer parce qu'on sort du lot. Vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça qui font qu'après, bon, les études faisant, ben vous amassez des diplômes, vous amassez une compétence, voilà, diplômé en droit, diplômé en marketing, diplômé en communication, diplômé en ceci, en cela. Et puis après, avec ça, vous avez une expérience qui fait que ça vous apporte une expertise, qui vous apporte une confiance et qui vous apporte une assurance. L'assurance, justement, on disait tout à l'heure que le plus dur, c'est de commencer. Oui. Le plus dur, c'est de persister. Oui. Et quand on a commencé, maintenant, il faut avoir une sorte d'assurance qui va faire que c'est quand c'est dur qu'on va s'accrocher, voilà. Pour dire, même si c'est pas maintenant que ça marche, bien que ça donne les fruits de ce que je fais comme effort. Oui. Avoir une sorte d'assurance, en fait, avec lesquelles... Après, il y a comment ça, la famille dont vous avez parlé, là, pour moi, c'est le pilier de tout, de toutes les bases. Exact. Et donc, du coup, moi, ça me permet de vous demander, quelle est la femme, du coup, qui vous a inspiré? Vous avez commencé à parler de votre maman, je ne sais pas si c'est elle aussi, mais bon. Ah non, moi, c'est ma mère. Votre mère. Sincèrement, je veux pas, c'est pas faux. Je vais pas commencer à expliquer des choses parce que, ah oui, elle dit que c'est sa mère. Non, moi, c'est vraiment ma mère. Ma mère, de toute façon, on l'appelle le général-major. C'est-à-dire que notre père était même plus gentil et plus coulant que notre mère. Oui. Notre mère, je me rappelle très bien, comme elle disait elle-même, ne me tiens pas par l'épaule et puis quand encore vient tenir par l'épaule qu'on rigole ensemble. Je suis pas votre amie. Donc, pendant qu'on était enfant, on grandissait vraiment avec une mère très rigoureuse. Je me rappelle une fois, je m'étais assise d'une manière et rien qu'en me regardant, elle m'a fait comprendre que c'est quoi cette manière de s'asseoir. C'est pas ça, quoi. Oui, parce qu'une jeune fille, en tout cas à mon âge, ne pouvait pas croiser les jambes. Et ma mère me regardait derrière de dire, et puis elle me faisait comme ça. Moi, je comprenais pas, et je la voyais comme ça. Et je dis bon. Et puis à un moment, j'ai dit aïe, et j'ai remis mes jambes. Mais de la même manière, on est en société, on vous sert un verre de jus de fruits, et je me rappelle, j'étais petite, mais j'avais bu ce verre d'un coup. J'ai vu ma mère me fusiller du regard et je me suis dit, mon Dieu, moi-même, j'ai commencé à me liquéfier en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je cherchais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en rentrant à la maison, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais enfin, c'est quoi ce comportement? On dirait que tu ne bois pas de jus. On ne boit pas d'un coup. Tu n'as pas faim, donc on boit et on pose son verre, on déguste. Donc, voilà comment ma mère est. Et au-delà de ça, c'est une femme qui est très généreuse. C'est une femme qui est très exigeante, mais surtout, c'est une femme qui est chrétienne, qui est croyante et qui nous a transmis dans l'éducation cette foi chrétienne. Et ma mère dit toujours, le miracle est dans ta bouche. Donc, ça veut dire qu'elle te dit, ne commence pas toi-même à être ta propre malédiction. Sois une bénédiction pour toi-même par ta bouche. Donc, pourquoi tu vas dire que je ne vais pas y arriver, je ne suis pas compétente, je ne suis pas ceci, cela? Non. Ma mère, elle te dit, reformule.
change le vocable. Je suis compétente, je vais y arriver, ça va aller, etc. Et donc, quand vous êtes élevé avec une mère comme ça, vous mettez du temps à comprendre ce qu'elle est en train de vous transmettre. C'est après, quand vous grandissez, quand vous rentrez dans le marché du travail, quand vous vous rendez compte que vous êtes diplômé, mais que vous savez faire le ménage, que vous savez préparer, que vous savez repasser, que vous savez coudre, c'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, attends, mais je suis compétente, mais vous vous rendez compte par rapport aux copines. Elles ne savent pas faire ça, elles ne savent pas faire ça. Et là, vous vous dites, mais en fin de compte, moi, je sais, mais qui a fait que aujourd'hui tu sais tout ça? Après, je dirais les mamans, elles ont un pouvoir, je sais pas comment dire, naturellement exceptionnel, je dirais ça comme ça. Parce que moi, par exemple, comme ce que vous dites là, j'ai l'impression de revoir ma mère devant moi. Ah, voilà. Comment dire, à dire, peu importe la difficulté qu'il y aura, tu vas y arriver. Donne-toi les moyens, recommence s'il le faut, mais tu vas y arriver. Et puis, c'est par l'exemple aussi en plus. Ça veut dire que même quand elle dit ça, c'est pas juste des paroles en l'air, quoi. En voyant comment elle fait aussi, tu te dis, mais en fait, si elle dit, c'est qu'elle pense et elle fait en plus, donc j'ai pas de raison de ne pas suivre ce qu'elle dit. Maintenant, moi, par exemple, j'ai pas eu la chance d'avoir une maman qui a fait beaucoup d'études. Il y a une question maintenant d'orientation. Comme on dit, il y a deux choses. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, en fait. En partant de sa maison, si on parle de sa maison, déjà, la sagesse, on a gagné beaucoup de choses. Ça nous permet de savoir comment bien se comporter, des choses comme ça. Exact. Maintenant, il y a une histoire d'orientation académique ou d'orientation scolaire, en fait, quoi, qui va être un peu plus compliquée. C'est pareil, c'est la maison. Hein. C'est la maison. Moi, c'est mon père. C'est que ma mère avait ce rôle de on fonce, etc. Et au niveau un petit peu mental, moral, structuration des choses sociétales. Et moi, mon père, quand j'étais petite, mon père m'a toujours dit tu seras comme Benazir Bhutto. Mon père me disait tu seras une grande avocate. Mon père me disait toi tu seras comme Indira Gandhi. Et puis bon, moi je savais pas qui était Indira, Benazir, tout ça je savais pas. Mais je voyais toujours entre le Vogue, le Harper's Bazaar, je voyais le Jeune Afrique. Donc c'est des choses que j'ai toujours vues sur les tables des livres, etc. Donc quand un jour j'ai ouvert le Jeune Afrique et j'ai vu Benazir Bhutto, la famille Gandhi, j'ai commencé à me dire je me disais mais papa me dit que moi je serai comme. Et c'est là où j'ai eu cette curiosité. Et ce que je veux dire par là, c'est que qu'on le veuille ou pas, souvent les parents vous tracent des voies. On s'en défait ou pas, mais souvent ça reste imprimé parce que ça veut dire qu'au fond vos parents voient en vous ce super modèle d'enfant ou de femme en devenir et quelque part, ça fait sens chez vous. Donc, vous commencez à créer un récit de vous-même. Donc, quand vous allez à l'école et qu'on vous demande qu'est-ce que tu veux faire demain quand tu seras grande? Tu n'en sais rien, mais tu répètes ce que ton père t'a dit. Moi, je serai avocate. Moi, je serai juge. Voilà, vous voyez, des choses comme ça. Et après, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, moi, ça fait que je me suis retrouvée à faire du droit, alors que je me rappelle, je dessinais beaucoup. J'étais toujours en train de dessiner, de griffonner, d'écrire des choses, etc. Et puis, à un moment donné, mes parents me disaient, mais bon, c'est vrai, c'est bien, et mon père aussi dessine. On me disait, c'est bien de dessiner et tout, mais bon, on ne sait pas si ça va te permettre de payer tes factures. Et là, je me disais, bon, je vais faire du droit, pour qu'on me fiche la paix, pour assurer les factures comme on dit, et puis de l'autre côté, je pourrais dessiner. Je fais ma passion derrière, voilà. Ma passion. Donc c'est un petit peu comme ça que la vocation entre guillemets ou bien les études se sont cheminées vers le droit. Ouais. Mais moi je sais que on est dans votre bureau là, qui est l'autorité de régulation des télécommunications. Est-ce que vous, chez les femmes d'exception, le secteur de la tech c'est au-dessus de la liste ou bien c'est parmi les secteurs, un secteur comme les autres? Non, nous, le secteur de la tech fait partie de notre plan d'action. Au niveau de notre plan d'action, on a plusieurs secteurs. Donc le premier, enfin quand je dis des secteurs, plusieurs thématiques. La première thématique, c'est tout ce qui est renforcement institutionnel, visibilité, notoriété. La deuxième, c'est le leadership transformationnel. Et le troisième, c'est l'autonomisation financière. Et le quatrième, c'est la réduction de la fracture numérique entre les sexes. Donc, ça veut dire que même nous, au niveau de notre plan d'action, c'est intégré. C'est intégré pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, on est dans un monde numérique, de télécommunication. On peut pas faire sans. Et si on n'intègre pas cette notion pour pouvoir permettre aux femmes d'acquérir des compétences au niveau de l'informatique, au niveau du numérique, on va se retrouver avec un pan, ça sera même plus de l'électrolysme, hein, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'association, on travaille à faire avec des partenaires, des ateliers de formation pour que les jeunes filles, les jeunes femmes, quels que soient les milieux, puissent comprendre et apprendre les usages du numérique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un téléphone portable, c'est pas juste pour passer un appel. Un téléphone portable devient votre porte-monnaie, votre pièce d'identité, votre carte bleue, votre bureau. Ouais, bien sûr. Donc, on aimerait que les femmes comprennent ça et puis surtout qu'elles puissent comprendre ce que le numérique peut leur apporter en termes de connectivité, dans le sens de je me connecte avec une personne pour communiquer, mais je me connecte aussi pour apprendre quelque chose, pour renforcer mes capacités, mais aussi je me connecte pour comprendre et connaître mes droits. Vous voyez, donc en gros, nous aujourd'hui, c'est un vrai devoir. On est obligé. On ne peut plus se permettre d'avoir des personnes qui vivent parce que vous n'êtes pas en ville, parce que vous n'êtes pas dans les grandes agglomérations, vous ne pouvez pas avoir des nouvelles de votre enfant qui est à tel endroit. Donc, on doit apporter ça, que ce soit au niveau de l'association, mais même au niveau de l'ARPTC. Même au niveau de l'ARPTC, le travail que nous sommes en train de faire, c'est justement de travailler à une plus large connectivité, de façon à ce que on arrive même à atteindre ces zones blanches et ces zones grises qu'on appelle dans les provinces, dans les campagnes, etc. Et on est soutenu aussi parce que c'est tout un écosystème. On vient de mettre en place le fonds de service universel au niveau des télécommunications. Donc ça aussi, ça va aider. Ne serait-ce que toujours dans cette optique-là, on a donné une autorisation à Starlink de pouvoir s'établir en RDC parce qu'on a bien conscience que la connectivité en elle-même, que ce soit la fibre, elle ne va pas aller partout, en tout cas pas maintenant. Par rapport aux 50 000 kilomètres qui étaient prévus, aujourd'hui nous sommes à 20%. Aujourd'hui nous travaillons avec la Banque mondiale, mais aussi comment est-ce qu'on appelle ça, l'agence pour le développement, l'agence française pour le développement. Mais pourquoi? Parce qu'il faut aussi élargir cette connectivité-là. Mais des personnes comme Starlink, des entreprises comme Starlink aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut y avoir comme réserve par rapport à la connexion par satellite, nous permet aujourd'hui au moins de pouvoir accéder et d'avoir une connectivité complémentaire à ce qui est déjà. Et de couvrir des zones exactement, assez rapidement, en fait, quoi. Voilà, donc on ne peut pas faire fi, mais ce que nous, aujourd'hui, au niveau de l'ARPTC, nous devons faire, c'est justement, comme nous avons des nouvelles attributions, du fait de devenir aussi l'autorité de régulation du numérique, de pouvoir aussi gérer la protection des données à caractère personnel, c'est là où maintenant l'ARPTC vient jouer son rôle. C'est-à-dire que nous sommes un régulateur, nous sommes une vigie, et on doit veiller à ce que un Starlink qui vient s'installer ou autre, par rapport à toutes les données qui vont être transmises, etc., comment on peut faire en sorte que la sécurité des données, au niveau des données à caractère personnel, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui ne se transmet pas. Donc là, on a tout un travail qu'on a commencé à faire, ne serait-ce que par renforcer les capacités de nos agents, parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais il n'y a de richesse que d'hommes. Donc si vous avez des agents mal formés, des agents qui n'ont pas cette compétence, comment est-ce qu'ils vont faire demain pour faire le travail qui est le leur, celui du contrôle et celui du respect des lois et des normes. Donc voilà un petit peu... Malgré tout ça, moi je suis en RDC parce que je dispense une formation. Oui. J'avais 15 personnes dans ma salle. D'accord. Heureusement, il y avait une femme. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Moi je dis heureusement, parce que moi qui suis dans l'informatique depuis une dizaine d'années maintenant, là, même dans les équipes, parce que moi mon boulot c'est de passer voir les entreprises au quotidien pour travailler avec elles sur moderniser le système d'information, des choses comme ça. Oui. Il y a très peu de femmes en fait qui sont dans le domaine en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que qu'on n'aille pas quand je dis 15, on a un, ça va avoir 30 femmes la prochaine fois. Voilà. Si on peut avoir, et je dis ça parce que moi je commercialise aussi des formations. Quand il arrive par exemple ce qu'on appelle le 8 mars qui est la journée de la femme, bon après ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Je dis par exemple pour les femmes, c'est comment on dit ça, 50% offert la formation avec un accompagnement derrière. En termes de tarifs. La femme de tarif pour les femmes. J'ai les hommes qui me demandent ton truc là c'est pas pour les hommes. Et je dis c'est pas la journée des hommes, c'est la journée de la femme. Et même encore, il y a à peine. Ah oui, qui réagissent. Qui réagissent, qui viennent te dire. En fait, ton truc là, c'est quoi le truc quoi? Non mais c'est vrai que ce que vous dites là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que la première chose à faire, c'est de faire connaître. Il faut faire connaître, il faut faire connaître, faire savoir pour faire venir. Donc, c'est des trucs de marketing de base, mais il faut faire connaître. Donc, à un moment donné, je pense que là aussi, l'ARPTC a un rôle de sensibilisation. Je pense que, bon, on verra si ça peut tenir ou pas, mais faire des journées portes ouvertes pour faire connaître les métiers et que
que ce soit les métiers de la régulation, que ce soit les métiers des technologies. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. On doit faire connaître, on doit sensibiliser. Et faire connaître, c'est aussi aller au niveau, justement, le plus basique. Dès l'école maternelle, etc. Faire comprendre aux enfants, parce que les enfants ont des tablettes, hein, beaucoup d'enfants ont des tablettes entre les mains, des téléphones. Alors, au moins le téléphone des parents. Exactement, mais même si, sincèrement, pas avant 3 ans. Mais bon, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux éviter. Mais bon, ça encore, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, parce que les parents, souvent, se débarrassent, le téléphone est devenu la babysitter. Donc, on préfère se dire, allez, il est devant l'écran, il est truc, il m'embête. Je fais autre chose. Enfin, donc, il faut faire connaître. Il faut sensibiliser. Et au-delà de faire connaître, je pense qu'à un moment donné, il faut encourager les stages. Même des stages d'observation. Quand je dis stage d'observation, c'est pas forcément un stage parce qu'on a fini un cycle. Parfois, c'est un stage parce que j'envisage mais j'aimerais savoir si mon idée est bonne. C'est ça, ouais. Et ce faisant, peut-être, l'enfant, l'étudiant ou l'adolescent va se rendre compte en fait que ah oui, dis donc, c'est très intéressant ce que vous faites. Ah, c'est comme ça que vous contrôlez les fréquences. Ah, c'est comme ça que vous contrôlez le flux. Ah, c'est ainsi que vous discutez pour pouvoir donner une licence, etc. Donc je pense qu'il faudrait arriver à rentrer dans une forme qui est différente, non seulement au niveau de la scolarité, mais aussi au niveau de l'apprentissage. Bien souvent, on a une façon très scolaire de voir les choses. On dit même, non, avant 12 ans, ils vont venir nous embêter. Non, en Europe, les enfants font déjà des stages quand ils terminent le collège pour justement être en observation dans une entreprise. Bien sûr, donc, je pense que toutes ces choses-là sont importantes. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi maintenant permettre à celles qui sont déjà dans le secteur d'être visibles. Il faut pouvoir les présenter, parler d'elles, dire ce qu'elles font et les valoriser. Aujourd'hui, on a des femmes comme Thérèse Kirongozi. Mais je suis désolée, je trouve que nous, à notre niveau, au niveau de la RDC, c'est une figure qu'on pourrait valoriser. C'est une personne qu'on pourrait encore plus soutenir dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand vous dites « on », en fait. Quand je dis « on », c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que au niveau des décideurs, on n'a pas toujours conscience de ce que l'individu apporte au pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui réussissent à s'imposer, pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils ont des matières premières dans leur sous-sol, pas parce qu'ils ont forcément des produits, des imports-exports. Non, c'est parce qu'ils sont arrivés à mettre en avant une stratégie qui fasse qu'ils valorisent les compétences de leur population ou de leurs citoyens. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans la culture, dans l'art, etc. On appelle ça le soft power. Donc aujourd'hui, des personnes comme des Thérèse Kirongozi, que demain on peut valoriser parce que si le chef de l'État se déplace, eh ben, elle fait partie de la délégation, on présente ce qu'elle fait, etc. Demain, d'autres personnes qui font autre chose dans d'autres secteurs, un artiste peintre ou autre chose. Ben, c'est une manière, en gros, de valoriser. Et là, on va se poser des questions pour savoir, ah tiens, mais elle est qui ? Et là, vous créez ce qu'on appelle un rôle modèle. Et après, le rôle modèle, ben, elle est inspirante pour les autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vais demander, quand vous dites « on », en fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une place à la, comment dire ça, au self-made woman, quelque chose comme ça, quoi. Je ne sais pas si c'est le bon terme que je dis. En gros, pour plutôt dire aux femmes aujourd'hui, mettez-vous en avant par vous-même. En gros, nous, on a des cellules, pas pour vous présenter, mais pour vous montrer comment vous présenter par vous-même, en fait. L'idée, c'est de se mettre derrière et pousser, vas-y, mets-toi devant, présente-toi là-bas. Vous savez, on vient d'en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train d'échanger, vous dites, oui, c'est facile, c'est fluide, Madame Lydie, elle parle, etc. Mais en fait, c'est tout un travail. Bien sûr. Vous voyez, donc c'est pas évident de dire à une personne qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas parfois les mots, allez, vas-y, fais, etc. C'est justement, de se mettre derrière et te coacher, en fait. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement régulier, constant, jusqu'à ce qu'en quelque sorte, la personne puisse voler de ses propres ailes. Donc, c'est pas évident parce qu'en même temps, vous n'allez pas forcément trouver les personnes qui veulent non plus être accompagnées. Et c'est ça parce aussi, que il y a beaucoup de personnes qui sont farouches. Et il faut pas oublier que nous sommes dans un environnement africain. Et la place de la femme dans la conscience et dans l'état de la collectivité n'est pas forcément être sur le devant, s'exprimer et s'imposer. Ce genre de femme
parfois elles dérangent, Ouais. on a envie de les faire taire, parce que souvent les hommes ont peur de ce genre de femmes. Donc si vous voulez accompagner des femmes par rapport à une émancipation, il faut aussi prendre en considération le contexte dans lequel elles vont s'exprimer. L'objectif n'est pas de les plomber, l'objectif c'est de les faire sortir, de les faire émerger. Donc il faut prendre en considération tout ça. Est-ce que c'est pas parce que, comme on dit souvent, je dis un truc que je provoque volontairement, Oui. est-ce que c'est pas parce qu'on dit souvent que la place de la femme c'est à la cuisine et puis elles acceptent aussi en plus? Vous savez quoi? La place de la femme n'est pas que dans la cuisine, moi je veux dire. La place de la femme est partout et surtout là où elle veut être. Et c'est pas qu'elle accepte. Il faut pas oublier une chose. Les femmes ne sont pas stupides, les femmes ne sont pas bêtes, les femmes ne sont pas à infantiliser. C'est-à-dire que les femmes sont très intelligentes. Elles ont une résilience que beaucoup d'hommes n'ont pas. Elles ont une capacité de travail, de persévérance. Vous savez, quand vous voyez toutes ces femmes avec leur fagot sur la tête, elles partent au champ le matin et le soir elles doivent faire à manger et puis elles veillent aux enfants. Donc, on est vraiment des forces, des vrais monstres dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ce côté puissance, on est capable de soulever des montagnes et de les déplacer. Donc quand vous dites la femme, sa place est dans la cuisine, c'est pas moi qui dis. Non, quand on dit ça, c'est voilà. Une manière de dire aux femmes, voilà, tu ne sais faire que ça ou tu ne peux faire que ça. Oui, moi je dis, mais oui, ma place est aussi dans la cuisine. Heureusement d'ailleurs, parce que je pourvois à l'alimentation de ma famille, etc. Mais au-delà de cette place dans la cuisine, il faut comprendre que quand vous dites la femme, elle accepte, non, c'est pas qu'elle accepte. Elle est intelligente. Donc, elle prend ce que vous lui donnez. Mais ça veut pas dire qu'elle va rester là. Bien souvent, vous allez rentrer dans des familles, vous allez vous rendre compte que c'est la femme qui dirige. Mais elle a l'intelligence de faire croire à l'homme que c'est toi qui dirige. Et c'est ça où les hommes, parfois, se trompent. Il y a beaucoup d'hommes sans leur femme dans la maison, ils sont perdus. Alors si les hommes étaient si powerful que ça, ce serait eux qui seraient en train de prendre le pouvoir pour que partout où ils s'expriment, qu'ils soient en train de régner. Sauf, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels ils peuvent pas régner. Pourquoi? Parce que la femme aussi a sa part et que bien souvent les femmes, elles sont nettement plus intelligentes, plus humbles aussi, parce qu'en plus elles ont l'intelligence émotionnelle. Comme je vous l'ai dit, de laisser l'homme passer devant. C'est pour ça qu'on vous dit toujours derrière la réussite d'un homme, il y a une femme qui se cache. Et oui. Donc notre place n'est pas que dans la cuisine, notre place est partout. Même si c'était qu'à la cuisine, c'est qui sur la cuisine, c'est toujours très beau. Donc je dis ça, c'est une bonne rampe pour commencer à aller faire quelque chose. Je vous dis une chose, il y a plein de femmes, elles n'aiment pas préparer et puis elles s'en fichent. Elles n'aiment pas la cuisine non plus. Alors ça aussi, il faut arrêter avec cette espèce de cliché de penser que toutes les femmes donnent la cuisine. Il y a des femmes, il ne faut pas les mettre dans la cuisine, elles vont vous craquer même la cuisine. Donc non. Bon, moi j'ai envie de dire, on dit ce qu'on dit là, une femme qui nous écoute, qui veut grosso modo embrasser un secteur comme la tech en fait là, pour vous, ce serait quoi? Du moins les premières étapes, je dirais ça comme ça quoi. Mais qu'elle ose. C'est déjà ça la première chose, c'est que tu veux embrasser la tech, mais va dans une école de tech. C'est-à-dire que si tel est le cas, ose. Ou alors, connecte-toi, renseigne-toi. Commence même, soulève le capot. Soulève le capot d'une voiture, renseigne-toi où est le démarreur, où est le moteur, les câbles de frein, etc. Si c'est ce que tu as envie. Je dirais d'abord, il faut de l'audace. Il faut oser. Il ne faut pas se dire, je ne suis pas capable. Le miracle est dans leur bouche, mais pas seulement. Le miracle dans la bouche, c'est d'abord tu formalises quelque chose. Mais après, tu dois le concrétiser par l'action. Donc, je dirais, il faut oser. Il faut y aller. C'est d'autant plus vrai ce que vous dites là que, comme je vous disais, la seule femme que j'ai eue, c'était l'une des meilleures aussi. En plus. C'était l'une des meilleures, ça, il faut l'avouer. C'était l'une des meilleures avec qui j'avais le moins d'interaction parce que, comment dire? C'était fluide, voilà. Donc, en fait, elle n'était pas là par hasard. Ah non, elle n'était pas là par hasard, c'est sûr que... Mais c'est ça aussi qui est remarquable avec les femmes. Pas là par hasard, non. On peut être rare dans des secteurs, mais lorsqu'on est dans un secteur, vous voyez ce qui se passe. L'autre jour, je regardais une interview de Christine Lagarde. Et Christine Lagarde, elle est quand même, c'était une grande avocate, elle était ministre en France, elle était au FMI, tout ce que vous voulez, etc. Et Christine Lagarde était en train de dire, parfois, j'ai le trac ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors, quand vous écoutez Christine Lagarde vous dire ça, vous dites, attends, Christine Lagarde a peur de ne pas être à la hauteur. C'est pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la femme. C'est-à-dire que nous, les femmes, souvent, lorsqu'on est en train de faire quelque chose, on est in charge. On est vraiment en train de se dire, il est hors de question de foirer. Donc, on va avoir cette attitude de travailler encore plus.
Parce que on sait qu'on nous attend au tournant. On sait que nous, notre copie, elle va être regardée 10 fois plus que la copie d'un homme. On sait que quand on va parler, quand on va s'exprimer, nos propos vont être disséqués, le vocabulaire, la syntaxe. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes. Et comme nous sommes rares à des fonctions de direction, ou nous sommes rares dans des secteurs technologiques, on va être passé à la loupe au scanner. Donc quand Christine Lagarde dit ça, elle dit non. C'est parce que quand je suis là et que je suis debout, en fait, c'est pas seulement elle qu'elle porte. C'est toutes les autres femmes qui sont derrière. C'est pour ça qu'on a cette conscience on est en fait en train de représenter toutes les femmes. Et lorsque vous allez chuter ou échouer, on va dire, voilà, fallait pas la mettre. Et on n'échoue pas seul. On fait échouer toutes les sœurs qui sont derrière. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, c'est pas une question d'arriver au sommet, c'est pas ça. C'est une question d'avoir conscience de ses responsabilités. C'est une question d'avoir conscience de ce qu'on est en train de dire, de donner et de la manière dont on va être perçu parce qu'on sait qu'on a un rôle on est en quelque sorte un rôle modèle, même malgré nous, parce que on trace des voies, on ouvre des chemins, et quand on ouvre ces chemins et ces voies, on est en train de vouloir les baliser pour nos sœurs, pour nos filles, pour nos enfants, pour que demain, quand elles vont marcher, que ce soit avec des talons, que ce soit pieds nus, qu'elles ne s'écorchent pas les orteils, qu'elles ne se blessent pas et qu'elles ne tombent pas. C'est bien ce que vous me dites là. Du coup, moi, j'ai envie de vous demander, oui. Pour que quelqu'un puisse se projeter, oui. C'est quoi votre journée type, en fait, vous, à l'autorité aujourd'hui? À l'autorité ou dans ma vie? Déjà dans l'autorité d'abord. De toutes les façons, tout est mêlé. Tout est mélangé, c'est voilà. mon travail. Voilà. Moi, ma journée type déjà, c'est que quand je me réveille, d'abord, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Ça a l'air bête, mais c'est pas bête. Parce que pour quelqu'un qui est croyant, je ne fais rien sans mettre Dieu devant. Donc ça, je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui vont dire non. Par contre, c'est vrai, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que je suis très réfractaire à tout ce que je vois en termes de on est dans une forme de idolâtrie des hommes. Pasteur tel, et puis vous allez rentrer dans des polémiques parce que tel pasteur. Moi, je prie Dieu, je prie pas les gens. Moi, je crois en Dieu, je ne crois pas en une personne. Dans le sens où c'est Dieu. Maintenant, que Dieu utilise telle personne pour porter la bonne parole, pour être prophète ou quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vais pas aller commencer à devenir une espèce d'idolâtre ou je sais pas quoi. Non, je prie. Chez moi, comme dans la Bible on vous dit, 2, 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis là. Et je pense que c'est plus vos actions, ce que vous faites qui détermine justement votre chrétienté, si je puis dire. Donc, je commence ma journée par la prière. Je la finis aussi par la prière. Et quand j'ai prié, je mets la musique. Donc, je mets la musique. Je voyage avec mon enceinte. Je l'ai même acheté, je l'ai dupliqué. C'est-à-dire que dans mon bagage à main, il y a mon enceinte. Dans ma maison, il y a mon enceinte. Quand je vais en France, chez ma mère, il y a une enceinte. Donc, ça veut dire que la musique fait partie d'un boost. Donc, je commence en musique. Et quand je commence en musique, bah écoutez, là, j'ai la pêche, je fais ma séance de sport. Et puis, entre-temps, je vais répondre aux messages, etc. et tout ça. Je me prépare et j'arrive au bureau. Et quand j'arrive au bureau, bah avant même d'arriver, je sais ce que j'ai à faire, quel programme, quel rendez-vous, etc. S'il y a des réunions, s'il y a des notes, souvent, bah je termine même le travail à la maison et puis le lendemain, j'envoie. Mais ma journée type, c'est un petit peu ça. C'est pas lourd? Comment? C'est pas lourd? Non, parce que la charge mentale ou la charge émotionnelle, elle n'est pas là-dedans. Ah ouais? Elle est au quotidien. Et donc, vous, là, à l'autorité aujourd'hui, là, oui. C'est quoi votre chantier ou bien votre défi numéro 1? Si vous avez un défi, parce que c'est que on est chez nous en Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Plein de défis. On est chez nous. J'allais dire, c'est pas, il n'y a pas un chantier, il y a des chantiers. Mais s'il y en a un vraiment, ce serait vraiment celui d'élargir et de la connectivité, les infrastructures. Vous voyez, c'est vraiment ça le premier. Faire en sorte que nous puissions avoir un pays qui soit vraiment connecté avec un maillage de connectivité qui fasse que, ben voilà, je me retrouve à Idjwi, mais je sais quand même que je peux envoyer un email, je peux recevoir un email, je peux avoir une bonne qualité de connexion, donc tout ce qui est QoS, mais aussi c'est les usages. On doit faire en sorte que les Congolais puissent utiliser tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire que oui, il y a 60 millions de personnes qui ont des téléphones mobiles et de haut débit mobile. Mais enfin, là-dedans, vous savez, moi, je peux avoir 4 téléphones. C'est souvent ce qui se passe. Oui. Moi, je peux avoir 4 téléphones. Donc, non seulement la connectivité, mais après, il y a aussi le coût.
travailler sur l'accès, parce que vous pouvez avoir cette connectivité, mais elle coûte cher. Donc, elle coûte cher et vous pouvez pas vous connecter longtemps, vous ne pouvez pas vous connecter souvent. Donc, il y a ça aussi. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on est dans un contexte où les choses sont tellement changeant rapidement avec les nouvelles technologies, avec le numérique qui est galopant, qui se développe. Aujourd'hui, on est obligé d'intégrer tout ce qui est aussi en rapport avec la cybersécurité. Ouais. La cybersécurité est un enjeu majeur parce que si nous n'y prenons pas garde, comme je le disais, on ne peut pas devenir un Far West. Aujourd'hui, la cybersécurité fait que derrière, on va pouvoir développer une économie numérique avec tous ces sites de paiement en ligne, etc., mais pour l'Afrique. Parce qu'on a ça, mais ce ne sont pas des sites, si je puis dire, qui sont ici hébergés au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse permettre aux Africains de pouvoir consommer africain et de payer avec une carte bleue, comme aujourd'hui le M-Pesa, le mobile banking s'est développé. Et donc, ça, la cybersécurité, la confiance, c'est hyper important. Au-delà de ça, maintenant, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, données à caractère personnel. On en a parlé, mais on a aussi tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui arrive. Mais parfois, j'ai l'impression que on parle de quelque chose qui est en fait complètement en décalage avec la réalité de ce qu'on a. Quelque chose qui n'est pas pour nous. Hein. Comment? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas pour nous actuellement? Non, c'est pas que c'est pas pour nous, parce que le monde avance trop vite. On peut pas dire c'est pas pour nous. Ça veut dire qu'on doit avoir une partie des Congolais qui sont dedans, qui sont en train de travailler dedans avec la 5G, tout ce qui arrive, avec l'IoT et compagnie, tout ce qui est informatique quantique. Il faut qu'on sache, il faut comprendre, il faut aller. On peut pas être, comme on disait, acteur. Non, on peut pas être out. Ou spectateur. Non, on doit devenir maintenant, vous êtes un espèce de consommateur, mais maintenant vous devez devenir un producteur. C'est ça. De toutes ces, vous ne devez pas consommer, vous devez produire. Donc ça veut dire qu'avec tout ça... Et rentabiliser votre production dans l'écosystème. Non seulement, exact, mais on doit vraiment maintenant éduquer nos enfants au niveau de tout ce qui est... tout ce qu'on a comme formation, que ce soit même les techniciens ou quoi, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre dans un monde sans comprendre dans quel environnement vous êtes. Il faut faire comprendre aux gens c'est quoi l'IA. Tu n'es pas obligé d'être technicien pour savoir c'est quoi l'IA. Mais quand tu comprends ce qu'est l'IA, tu dis OK. Mais pour comprendre ce qu'est l'IA, il faut déjà que tu comprennes que tu es un producteur de données. Donc, quand tu comprends que tu es un producteur de données, il faut rendre tout ça, il faut vulgariser. Que tu peux rentabiliser d'ailleurs. Les produits ne suffisent pas, tu peux les rentabiliser. Un producteur de données, on explique ça veut dire comment. Mais quand vous remplissez un formulaire, votre nom, votre prénom, c'est ça les données à caractère personnel. Et ces données à caractère personnel, les algorithmes les utilisent pour pouvoir maintenant venir soit vous proposer des produits à l'achat ou autre, soit alors même donner une décision sur une demande que vous avez pu faire au niveau de la banque ou autre. Maintenant, quand tu sais que c'est toi en fait qui est la matière première, mais que ton État justement doit contrôler ces données-là pour savoir est-ce que je les vends, auquel cas qu'est-ce que ça rapporte à mon peuple et qu'est-ce que je veux en faire de cet argent, est-ce que je ne les vends pas? C'est pour ça justement qu'on caractérise les données. Il y a des données sensibles, il y a des données lambda, etc. Il y a des données qu'on peut transmettre parce que, bon, telle université fait une étude sur tout ce qui est diabète. Ah, au niveau de la RDC, on a compilé des données sur le diabète, etc. Ah, on sait que ces données-là ne sont pas des données où il y a le nom de la personne ni rien, mais ce sont des données qui permettent à l'étude de comprendre et d'évoluer, etc. Techniques, en fait, quoi. Voilà. Pas des données personnelles. Mais ça va faire quoi? Ça va faire que demain, par rapport justement à ce qui est en train de se mettre en place ici au niveau de la RDC, on saura que tiens, ça on peut vendre. Mais quand on vend, l'argent va où? Et qu'est-ce qu'on en fait? On réinvestit pour pouvoir encore, justement, développer cet écosystème numérique. Mais si vous n'expliquez pas aux Congolais ce que c'est, comment ils vont comprendre demain la loi que vous êtes en train de faire pour les protéger? Ils vont seulement se dire, non, leur boulot à eux, c'est seulement prendre l'argent. C'est ça. Donc, le chantier est vraiment énorme. Et ces explications, ce renforcement de capacité commence au sein de l'ARPTC. Et c'est pas évident. Là, il y a, comment dire ça? Comme je suis arrivé il y a quelques jours là, comme dans tous les pays, mais pire encore chez nous en Afrique, il y a toujours les embouteillages. Et c'est pas le truc le plus facile. Oui. Et il y a un truc encore il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est que comme je suis là pour une formation, j'ai eu la chance après ma formation d'être recruté par une direction pour les accompagner dans une partie du système d'information. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils viennent au boulot tous les jours. De lundi à vendredi. Et encore comme c'est une administration, avec l'exigence d'être en costume de lundi à jeudi jusqu'à vendredi. J'ai dit, mais vous n'avez pas de télétravail chez vous?
il y a un truc là qu'on appelle le télétravail. Vous êtes des informaticiens, en fait. Oui. On n'est pas au contact du public. On a la chance, en fait, quelque part, de ne pas être au contact du public. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'être là tous les jours. Même si on est là tous les jours, on pourrait se relayer. Pourquoi est-ce que chez nous, ici, c'est pas assez développé, en fait, pour... Mais on vient d'en parler tout à l'heure. Déjà, je pense qu'au-delà du mindset, parce qu'on va peut-être se dire non, il va pas travailler, il n'est pas là et tout. Mais ça, c'est facile à contrôler parce que il va travailler avec l'ordinateur ou le matériel du travail. Ouais. Donc, ce matériel a une adresse IP. Cette adresse IP, vous pouvez la tracer, savoir exactement où est-ce qu'il est. Et quand il ouvre l'ordinateur, on sait qu'il a ouvert l'ordinateur. On sait quelles sont les pages. On sait qu'il a une signature électronique. Bon. À un moment donné, on sait où il a poussé son travail, en fait. Exact. Donc, je pense qu'à un moment donné, je pense que non seulement qu'il y a l'état d'esprit, parce qu'il va falloir peut-être, c'est pas qu'il faut pas seulement attendre qu'il y ait une Covid pour qu'on se dise, tiens, non, c'est des choses justement, c'est ça où on est en train de manager par anticipation. Il faut anticiper pour se dire que, effectivement, avec les embouteillages qu'il y a eu, je peux peut-être pas commencer à demander à mes agents de venir en sachant qu'ils vont perdre plus de temps dans les embouteillages. Ils vont venir au travail déprimés ou déjà fatigués émotionnellement, donc leur rendement ne va pas être positif. Donc, vous développez effectivement une politique de travail à distance, comme on dit télétravail, etc. Mais pour ça, il faut qu'en amont, vous ayez développé la logistique, le matériel qui fasse que ça vous permet de pouvoir contrôler et vérifier l'effectivité de ce travail. Il y a un qui me disait qu'il fait 3 heures le matin pour venir au boulot. Non, sans compter qu'il y a des problèmes d'électricité. Ça veut dire que même s'il veut travailler, peut-être que chez lui, il va vous trouver l'excuse ou peut-être qu'il va vous dire en tout bien, tout honneur, je n'avais pas d'électricité. Bon, ça rien, on peut lui donner des batteries, des machins. Et encore, quand vous êtes en télétravail, vous travaillez par rapport à une certaine tranche horaire. Vous n'êtes pas connecté tout le temps. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est une question d'intégration de stratégie. Vous voyez, c'est pas une stratégie aujourd'hui on a intégré. Peut-être qu'en discutant ici, les gens qui vont entendre votre podcast vont se dire mais tiens, c'est vrai au fait, on devrait. Mais par rapport aux embouteillages, quand vous avez parlé des embouteillages, aujourd'hui on parle d'IA. Mais ça aussi, aujourd'hui, vous avez des villes connectées. Bien sûr. Vous avez, quand j'étais à Berkeley, au niveau de San Francisco, on a vu toutes ces voitures que vous pouvez prendre comme des Uber ou des Bolt, mais sans conducteur, etc. Et les statistiques vous montrent qu'il y a même moins d'accidents. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, par exemple, on pourrait aussi avoir de l'IA prédictive pour pouvoir gérer des circulations, des choses comme ça. Et bon, encore une fois, je pense que ça va venir. Il faut le temps. Il faudrait que ça vienne, parce que je pense que pour nous, en Afrique, qui sommes encore un peu en retard, miser sur la tech peut être un angle, en fait. Mais miser sur la tech, mais avant de miser sur la tech, il faut miser sur nos jeunes. Ah, bien sûr. Il faut miser sur nos jeunes. On a la chance d'avoir la plus grosse population jeune. Ici en RDC, c'est plus de 70% de la population qui a entre 14 et 30 ans. Donc, vous imaginez le vivier? Donc, si maintenant les startups ou les idées, etc., se mettent en place, il faut miser sur ces jeunes, mettre en place un écosystème, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut qu'on soit des producteurs de logiciels, de solutions, mais pour les Africains, par les Africains. Nous, on connaît nos contraintes, on connaît notre environnement, on sait de quoi on a besoin. Donc, on va pas aller demander, excusez-moi, j'ai rien contre le blanc ni rien, on va pas aller prendre une solution qui a été développée pour une ville comme Marseille ou Paris ou Rennes pour venir le calquer en RDC. Non. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Non, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre ça à nos dirigeants, à nous tous là, qui sommes des décideurs, parce que souvent on a comme une espèce de complexe dans l'autre sens. On a l'impression que le blanc, quand il vient là, sa solution elle est toujours mieux que ton ami le noir qui est ici, qui lui connaît la réalité, qui va te donner une solution qui va fit et qui va répondre à ton besoin. Donc je pense que ça, c'est un travail qu'on doit faire. L'état d'esprit, le mindset qui doit changer, expliquer, mais aussi chercher ces talents-là, les soutenir, les développer et faire en sorte qu'elles puissent être maintenant des producteurs de solutions africaines pour des Africains. Et on ne doit pas avoir honte de ça. Non, il ne faut pas avoir honte, au contraire. Non, on n'a pas honte, mais vous voyez cet état d'esprit. On a l'impression que quand un frère, un compatriote africain te développe quelque chose, tu as l'impression que non, ça ne va pas être bien fait, que non. Moi, souvent, quand je regarde, je dis, mais attendez, moi, je suis carré dans ce que je fais. Je ne veux pas venir vous donner un travail pas vérifié ni rien. Donc, je me dis, mais il y a plein de gens carrés. Il faut juste faire confiance. Il faut faire confiance et puis il faut faire avancer. Il y a 2 points là que vous avez relevés, sur lesquels encore je pense on pourrait travailler. Et puis je voulais avoir votre avis dessus. C'est Starlink qui apporte la connexion
sans le câble de la fibre optique et tout ça, malgré les contraintes sur les données dont on a parlé bien sûr. Et de l'autre côté, en plus de ça, il y a maintenant l'IA aussi qui permet d'aller très vite. Et de faire attention quand même, parce que, comment dire, nous, on a grandi avec, on vous apprend à écrire, à bien orthographier sur le papier et tout ça. Oui. Après, derrière nous, on a une génération de ceux qui ont appris à écrire sur Word, du coup, ils savent plus la faute. Quand tu marques de remplir un formulaire, il y a des fautes partout parce qu'ils ne savent pas écrire le machin. Pas de formulaire, même quand on vous envoie des messages, hein, tout est... tout est encodé, tout est 3 lettres. Merci, c'est TK pour dire thanks, en fait, et puis au revoir. Et maintenant, on est en train de passer dans l'ère de l'IA où, moi, je vais écrire un courrier à madame Omanga, écrire mon courrier et puis, limite, envoie-le pour moi, en fait. Comment on arrive à cadrer tout ça pour avoir surtout des vrais êtres humains, quoi. Parce que des gens qui vont apporter quelque chose à la société. Parce que de là, tout ça, à la fin de la journée, on se retrouve dans des maisons et dans des restaurants pour causer ensemble. Je pense qu'il faut déjà, justement, encore une fois, dans cette sensibilisation, il faut expliquer aux gens que même l'IA, là, c'est des hommes qui sont derrière. L'IA, ce n'est qu'une ligne de code et d'algorithme, hein, mais ce sont des données. Donc aujourd'hui, lorsque vous demandez à l'IA de faire quelque chose, mais si votre IA n'a pas été non plus implémentée comme il se doit, mais il va pas répondre comme il faut à votre prompt, vous voyez. Donc ça veut dire que même si vous demandez à l'IA de faire, mais vous-même vous devez passer derrière. Comprendre ce qui va nous ressortir après. Mais derrière. Non seulement comprendre, mais moi sincèrement, je déconseillerais à quelqu'un de demander à l'IA de faire et d'envoyer. Je lui dis, bah, peut-être l'IA est une aide à la décision, est une aide au fait que tu vas gagner du temps. Mais derrière, tu reprends, tu lis, tu vérifies, est-ce que c'est bien ce que moi j'ai envie d'envoyer? On peut pas se permettre aujourd'hui d'être dans le tout IA. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que il faut faire comprendre aux personnes, non, l'IA peut être une aide, mais c'est pas l'IA qui va en fait prendre ta décision. Et c'est pas l'IA qui va de toute façon écrire ton courrier. Parce que même quand vous êtes en train de faire votre prompt, vous devez lui donner toutes les informations, voilà ce que j'aimerais. Et d'ailleurs, les gens qui utilisent très bien l'IA, ils rédigent leur courrier. Et maintenant, ils donnent à Copilote ou à Siri ou à machin, ils disent, bon, est-ce que tu peux m'agencer ça dans un langage fluide et explicite? Et on vous fait une proposition. Et c'est ce que les gens ne doivent pas confondre. Imiter, c'est bien, mais être soi-même, c'est encore mieux. Après, nous, moi je parle toujours du contexte africain en fait, parce que comme je dis toujours, pour moi qui ai des connaissances dedans en fait, c'est un levier. Voilà. Pour moi c'est un levier important. Maintenant il faut que l'autorité publique que vous êtes en fait, nous soyez derrière. Bah, c'est un encadrement pour parce nous pousser. Que même cette IA aujourd'hui, on a de toutes les missions, les formations, etc. On vous dit et on vous redit que l'IA, il y a un humain derrière. L'IA n'est que la conséquence d'un système qu'on est en train de mettre en place par rapport aux données, par rapport aux algorithmes, par rapport à tout. Mais que nous devons veiller au biais algorithmique, nous devons veiller à l'explicabilité. L'explicabilité, c'est lorsque vous pouvez comprendre que si, du fait d'une IA, il y a eu une décision qui est négative ou c'est pas quoi, qu'est-ce qui a fait que, comment cette IA a été en quelque sorte implémentée pour qu'on puisse comprendre comment elle est arrivée à cette décision qui a eu un impact aussi négatif. Donc, ça veut dire que même les IA ont eu des procédures qui vont expliquer comment ça s'est fait. Donc, le côté éthique de l'IA doit être, donc l'ARC-PTC aujourd'hui va avoir ce genre de travail au niveau d'autorité de régulation du numérique. Il y a de l'IA, le numérique, l'IA, c'est du numérique. Donc, tout ce qui est explicabilité, donner un caractère personnel, puisque c'est ce qui donne de la matière à l'IA. Traçabilité aussi. Et les biais. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a plus de 450, je crois, ethnies, ou encore peut-être même plus, je donne vraiment un chiffre comme ça. Imaginez-vous demain, vous mettez en place une IA pour pouvoir chercher les candidats pour occuper telle fonction dans une fonction publique de très haut niveau. Mais la personne qui va coder ou bien annoter ou faire tout l'algorithme de l'IA, si c'est une personne qui est de telle ethnie, et puis elle vous met un biais qui fait que non, moi je veux pas cette ethnie-là. Mais on va pas comprendre comment est-ce que on engage plein de sauf cette ethnie. En fait, là, il y a donc, à un moment, vous allez avoir un administré qui va se dire mais non, moi j'ai postulé, pourquoi je n'ai pas été reçu alors que j'ai tout et tout. Oh non, c'est l'IA. Non, papa, explicabilité.
Et on va se rendre compte que la personne qui est derrière, elle a mis quelque chose qui fait que toi, on ne te recrute pas. Donc aujourd'hui, c'est le rôle de l'autorité de régulation demain de pouvoir justement veiller et contrôler tout ça pour que les IA soient même inclusives et que l'éthique soit respectée et qu'aujourd'hui, en même temps, on contrôle, mais on ne peut pas non plus empêcher l'innovation. Non, on peut pas. Donc c'est vraiment voilà, un équilibre constant qu'il faut maintenir. Après, il y a une grosse terre d'opportunités aussi autour de l'IA, parler du nombre de langues en fait qui est ici. Oui. Une des opportunités, je dirais aussi... Développer des IA de traduction. Exactement. Bien sûr. Et c'est ça le truc le plus... Comment on dit ça? Le start-up. C'est ce qui nécessite aussi d'avoir cette éducation. Parce que quand vous allez justement expliquer que la donnée est importante et pourquoi, par exemple, je donne un exemple, je vais aller m'asseoir au Kassai ou bien même au Kivu ou même à Gemena pour maintenant prendre toutes les informations de langue pour pouvoir maintenant les intégrer pour que demain je sois... Ben voilà. Mais il faut expliquer pour leur dire, mais on a besoin de ça. Mais de la même manière, on est en train de parler de technologie d'IA, mais il y a aussi des gens, ça n'intéresse pas. Pas du tout. Il y a peut-être des gens dans les forêts là-bas, je ne veux pas stigmatiser, mais ça ne les intéresse pas. Maintenant, comment vous faites pour respecter aussi ce choix, tout en donnant des informations sur le fait qu'ils existent? Vous voyez la nuance? Et voilà. Donc tout ça, on parle aussi maintenant beaucoup de souveraineté culturelle, de découvrabilité, etc. Parce qu'on se dit que même avec l'IA et compagnie, tout, on doit être capable de pouvoir trouver des informations. On ne s'attendait pas, peut-être forcément, mais il faut qu'on puisse aussi les trouver. Donc maintenant, il faut avoir cet état d'esprit pour te dire que toutes ces données-là, il faut tous les intégrer. Là, imaginez... avec l'Afrique, des gens parfois qui sont même pas, c'est même pas l'électrolysme, c'est l'analphabétisme. Donc, non, le boulot est énorme. Le chantier est immense. Du coup, c'est une terre d'opportunité normalement pour. Bien sûr que oui. Pour tous ceux que vous allez voir au salon de la jeunesse, le salon de l'étudiant, pour leur dire, on est comme ça dans un ciel ouvert, faites votre marché. Mais en gros, pour eux, s'ils comprennent bien, en fait, ils peuvent tout faire. C'est comme si, pour moi, c'est comme s'il y avait un reset. Parce que avant, il y avait des fortunes, des machins qui se sont posés. Là, on a eu une vague avec les Zuckerberg, les machins. Mais là, avec l'IA, avec tout ça, il y a encore une nouvelle fenêtre d'opportunité qui est là. Et il y a encore des fortunes, il y a encore des richesses, il y a encore des entreprises qui doivent se créer parce que il y a maintenant toute une, toute une plage de problématiques qu'il va falloir régler. Mais ça ouvre un chemin important. Un champ des possibles. De possible. Mais encore faut-il qu'on le comprenne. Qu'on le comprenne, ouais. Et moi, c'est ce que j'aimerais que les gens comprennent. Parce que ça fait que vous sortez de votre zone de confort. Ça fait que vous n'avez pas de jalousie à développer pour le voisin. Pourquoi? Parce que vous dites, c'est très bien ce qu'il fait. Mais moi, je vais aller chercher là-bas ou alors je vais trouver la solution ou la réponse pour une problématique qui est là. Moi, je parle beaucoup de tech aussi parce que, comme je dis souvent, dans la tech, comment on dit ça? Le capital n'est pas énorme en fait. En fait, si vous voulez ouvrir une boutique, le capital est énorme en fait. Parce qu'il faut louer la boutique, il faut payer 10 mois de loyer, il faut acheter la marchandise, il faut tout ça. Or, avec l'informatique, vous avez un ordinateur, vous avez réussi à avoir une connexion, vous avez l'électricité parce que vous avez rechargé, vous avez le capital nécessaire pour se former développer votre activité, en parler comme on disait tout à l'heure, pour se mettre en avant et dire voilà ce que je fais. Et avoir la résilience surtout parce que les premiers mois, les premières années ne sont pas les plus faciles. Il faut le savoir. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, encore une fois de plus, il faut expliquer que les échecs ont une vertu. Bien sûr. Et le souci, c'est que souvent, nous, dans nos pays africains, souvent francophones, effectivement, on a un autre état d'esprit. Quand vous essayez quelque chose et que vous échouez, vous dites non, j'arrête. Tout le monde vous regarde en disant ah, t'as échoué. Alors que les anglophones vous disent non, au contraire, faut continuer parce que tu vas pas échouer qu'une fois, tu vas échouer plusieurs fois. Mais au bout du compte, tu vas comprendre et tu vas apprendre et tu vas aller de l'avant. Ce que tu as appris dans tes échecs, en fait, vont te servir pour... Et c'est ce qui va se pérenniser, ce qui va te permettre de pérenniser une situation, une solution ou même une entreprise. Quand vous participez à un salon d'étudiants comme ça, étudiants entrepreneurs, à quel moment... Moi, je dis ça, je suis content de dire étudiant entrepreneur, j'achète. Mais à quel moment on devient bon étudiant et bon apprenti entrepreneur, bien entrepreneur, en fait? Est-ce qu'on a l'énergie pour faire les deux, le temps pour faire les deux, en fait, facilement. Mais là, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut venir à la masterclass. Il faut en venir. Parce que ça, c'est le contenu de la réponse de la masterclass. Non. Non, vous excusez.
En tout cas, nous regardera, non, parce qu'en fait, je vais déflorer déjà les réponses à la thématique. D'accord. Et du coup, vous poussez pour, en tout cas. Je pousse pour. Bah, attendez. Aujourd'hui, on m'a posé une question par rapport au diplôme dans une interview précédente. Et j'ai clairement répondu qu'aujourd'hui, il faut arrêter de penser que les personnes sont déterminées par des diplômes. Non, les personnes sont déterminées par les actes et par ce qu'elles font de ce qu'on leur demande de faire et des actions et des résultats qu'ils obtiennent. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes mais qui n'en font rien. C'est là, c'est sur les murs et ça ne produit rien du tout. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de diplôme et qui réussissent très bien. Donc aujourd'hui, c'est pas les diplômes qui sont très importants. C'est votre capacité à vous adapter à une situation, à trouver une solution et à aller au-delà. Donc moi, les étudiants, je vais leur dire c'est bien de faire des études, mais c'est encore mieux d'expérimenter ce que vous apprenez. Et très vite. Plus vite vous allez l'expérimenter, plus vite vous allez vous dire est-ce que je suis même sur la bonne filière. Vous allez tirer les bons résultats, les bons enseignements qui vont permettre de rebondir. C'est bien pour bien faire les choses. Encore une fois, on est dans un environnement, dans un monde où on a besoin d'avoir des assurances. On a besoin de se dire, bah ouais, écoute, moi je suis diplômé en droit, donc je pour être avocat ou juge. Moi je suis diplômé en médecine, donc je vais être un médecin ou je sais pas quoi. Le diplôme n'a jamais donné le métier. Hein. Bon, après, vous savez, malheureusement, heureusement, en fait, on est dans un contexte qui fait que si vous venez demander un boulot à quelqu'un, la première chose qu'on vous demande, c'est quel est votre diplôme, en fait, très souvent. Oui, mais enfin, moi je pense que ça dépend aussi des secteurs. Hein. Aujourd'hui, regardez tout ce qui est tech. Tout à l'heure, j'ai expliqué, je dis, mais les community managers, il n'y a pas de diplôme pour être community manager? Non. Parce que c'est pour ça qu'on parlait d'opportunités tout à l'heure. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, qui est en changement complet tout le temps, etc., qu'on appelle disruption et compagnie, mais le community manager, quand on a commencé, il n'y avait pas de diplôme. Tu savais juste, voilà, comment je suis en train d'animer le forum, voilà comment je fais, etc., tel hashtag, voilà la réponse que j'ai donnée, voilà comment je peux inciter, etc. Voilà l'histoire que je vais raconter, donc. Mais au fur et à mesure, on a commencé à se dire, ah ok, voilà le profil d'un community manager. Donc maintenant, il y a des écoles, du numérique et tout, qui vous donnent des diplômes. Donc là, on est dans un champ des possibles qui fait que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un diplôme pour pouvoir faire quelque chose comme vous étiez en train de l'expliquer. Donc vous êtes dans un champ des possibles, vous devez construire. C'est comme un champ en friche. Tout est à faire. Pour le community manager, je peux rajouter à la liste beaucoup. Virtual assistant, par exemple, vous avez besoin d'un assistant. Vous avez besoin d'un développeur. Il n'y a pas de diplôme. Donc les personnes qui ont commencé à faire ce travail, aujourd'hui il y a des community managers qui sont recherchés, qui font des super bons boulots, etc. Il n'y a pas de diplôme. Ça se trouve même là, ils n'ont même pas de diplôme. En tout cas, pas de community manager. Bien sûr, bien sûr. Après, il n'y a pas... C'est des formations qui sont arrivées sur le tas, des gens qui avaient leur expérience, qui sont mis à commercialiser des formations, en fait. Quoi. Ils n'ont même pas forcément le bagage académique. Je suis d'accord avec vous. Transmettre les connaissances aux gens. En fait, donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si on arrive à avoir un état d'esprit qui est différent, c'est d'abord ça qui est important, ce qui se passe dans ta tête, ton mindset. Et à partir de là, il y a des choses que tu vas faire, tu vas oser. Tu vas pas attendre qu'on te donne un diplôme. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'environnement où nous sommes, ça me paraît même un peu effarant qu'on dise ça. Alors, c'est là où je me dis encore, bah, écoute, on n'a encore rien compris. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se jouer, là. Si maintenant, là, qu'on a dit tout ça, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui n'osent toujours pas. Qui n'osent toujours pas, c'est-à-dire? Qui n'osent pas. Ah, ok. Qui n'osent pas toujours se lancer à prendre le pas, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue toujours, comme moi je me souviens prendre l'exemple du robinet. Vous ouvrez un robinet autour qu'on appelle ça d'un bouton. Au bout d'un certain temps, vous allez voir qu'il a creusé le bouton en fait. Est-ce qu'il faut répéter l'effort plusieurs fois et comment en fait pour que ça marche en fait chez les gens? Attendez, à un moment aussi, il y a peut-être tout le monde n'est pas obligé d'avancer dans le même sens que tout le monde, hein. Parce que c'est vrai, on n'est pas tous des bons Samaritains ou des Mères Teresa. Donc quand on a envie de se bouger par rapport aux jeunes, par rapport à leur vie, bon, on se met dans l'action. Dans la peau. Donc quand on est en train de vous donner des exemples, des conseils, des encadrements, mais que vous restez là avec un encéphale plat, mais restez, le train va continuer, vous allez rester sur le quai, et quand le train va prendre sa vitesse, eh ben tant pis pour vous. On va avancer et puis vous allez compter derrière nous peut-être des choses comme ça, quoi. Ah oui, comme dirait ma mère, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Sinon, quelle est la différence que tu vas faire avec les autres? Non. Il faut bien des nuls pour pouvoir se rendre compte que les autres sont bons. Après, c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est un fait. C'est un fait.
Je sais qu'il y a un président qui a dit que dans les gares, il y a des gens qui ne sont rien. Ça lui a valu... Pardon, il y a des Il y a un président qui a dit que dans des gares, il y a des gens qui ne sont rien. Qui ne sont rien. Ouais. Dans quel sens? Dans la gare, on croise tout type de personnes, en gros, quoi. Non, mais enfin, je pense que c'est plutôt mal exprimé, hein, parce que tout le monde, les gens, peu importe dans les gares, nous sommes tous, en fait, nous ne sommes pas des riens. On peut pas dire que nous ne sommes rien. Mais votre action va déterminer le respect qu'on peut vous donner par rapport à une situation. Après, dans la société aussi, on a besoin de toutes les, comment dire ça, les armes ou bien les forces pour pouvoir construire la société au final. Donc, non, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais je suis désolé. Parfois, il y a des gens, vous pouvez tout faire, mais ils vont pas se bouger. Hein. Ils préfèrent rester accrochés à une situation comme des sangsues. Ils préfèrent être en train de dépendre d'une telle situation ou d'une personne parce qu'ils n'ont pas envie de se lever le matin, d'aller travailler, d'être dans les embouteillages, de quitter chez eux à 4 heures pour arriver à 7 heures. Ils n'ont pas envie. Et d'ailleurs, c'est très bien. Hein. Parfois, ils se contentent de peu. Oui, bien sûr. Merci vraiment pour le temps qu'on m'avait accordé là. C'est très, très gentil. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. S'il fallait dire quelque chose à la jeunesse africaine aujourd'hui, avec tout ce qu'on a déjà dit en plus, bien sûr, ce serait quoi? Bouge-toi. Bouge-toi. Bouge-toi, ose. Hein, tout est à toi. Tu as tout à prendre aujourd'hui, sincèrement. Hein. Et les Africains n'ont rien à envier à l'ancien continent, à l'Europe, aux États-Unis. On n'a rien à envier. C'est nous l'avenir. C'est nous. C'est nous l'avenir, c'est chez nous que ça se passe, c'est nous qui avons les terres, c'est nous qui avons l'eau, c'est nous qui avons l'énergie, donc c'est chez nous. On n'a pas à avoir peur, au contraire. On doit maintenant commencer à se retrousser les manches, à ne pas attendre des autres des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Bougez-vous. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci à vous.